Bonjour à toutes et tous. Vous êtes très nombreux en distanciel aujourd'hui et le sujet le mérite à l'évidence. Donc, bienvenue dans cette nouvelle session du webinaire du CN2R. Le CN2R qui, je vous le rappelle, est un groupement d'intérêt public qui a été fondé en 2019, qui a pour vocation d'apporter des ressources nécessaires, en tout cas quelques ressources pour agir face au psychotraumatisme et permettre aux personnes confrontées au psychotraumatisme de retrouver ou de tenter de trouver une qualité de vie un peu meilleure. Donc les webinaires sont une des formes de médias que nous proposons dans le centre, qui, plus que les autres, ont une vocation à enrichir et rendre accessibles les connaissances actuelles sur le psychotraumatisme. Le thème du jour, le trouble ou les troubles dissociatifs de l'identité, avec un angle, bien sûr, psychotrauma assumé, hein, et donc qui nous donne l'occasion, et donc je suis très heureux que tu aies accepté, d'inviter et de recevoir Madame la professeure Coraline Ingret. Tu vois, j'ai bien dit le prénom. Parfait. Parce que j'écorche toujours les prénoms, mais donc pas le tien. Qui est donc professeur de psychiatrie à l'université de Nancy, enfin de Lorraine. Ça, de Lorraine, hein, l'université de Lorraine. Hein. Et donc au CHU et au centre psychothérapique de Nancy. Elle dirige le centre régional du psychotrauma de Lorraine et la CUMP de Lorraine. De Meurthe-et-Moselle. Oui. Faut faire attention, je pense. C'est ça. Donc, elle a surtout, bon, pour ceux qui, à mon avis, la connaissent déjà en distanciel, fondé, elle dirige la Maison de la Résilience, qui est un centre tout à fait innovant. Donc, on a eu la chance, nous, de l'écouter toute la journée, hein, et on en prend la mesure, hein, de ce centre innovant dédié à la prise en charge intensive des enfants, des adolescents et des adultes victimes de violences sexuelles, et qui est porté par plusieurs institutionnels de Nancy, entre autres le CHU, le centre psychothérapique. C'est une professionnelle engagée, hein, et on en est, bien sûr, on accompagne cet engagement, évidemment, dans la prévention des violences sexuelles et sexistes, hein, en étant notamment la référente égalité au sein de son GHT. Elle est également membre du comité scientifique, alors il faut que je le dise en anglais, aïe aïe aïe, international de la Functional Neurological Disorders Society. Oui. Hein, c'est ça, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux. C'est surtout donc, de la Ligue internationale contre l'épilepsie. Bon. Et donc avec un focus tout à fait particulier, là aussi, j'imagine qu'un certain nombre des personnes aujourd'hui en ligne la connaissent aussi pour ça, sur cette thématique des crises fonctionnelles dissociatives. Donc plusieurs distinctions, je vais pas ça va aller. Non parce qu'avec les projecteurs si tu rougis ça va pas le faire. Non, on va avancer. Hein, voilà. Et bon, voilà, auteur d'un livre, enfin co-auteur d'un livre, hein, que moi je trouve vraiment tout à fait chouette, très très pratico-pratique, que j'aime beaucoup. Hein, Trauma, comment s'en sortir, guide pour comprendre, agir, se traiter, qui est paru en 2020 chez Deboc. On dit Deboc. Deboc, ouais. Deboc édition. Hein, voilà, donc j'espère ne pas avoir oublié des choses importantes, hein, et nous t'écoutons avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que je vais pouvoir parler du trouble dissociatif de l'identité et que je remercie réellement le CN2R de me donner la parole sur ce trouble qui est pas sous l'angle du psychotrauma, qui est en soi du psychotrauma, on va le voir. Donc une réalité, pour moi, je n'en doute pas, une réalité méconnue très clairement. Alors, de quoi allons-nous parler ? Eh ben très clairement de cette réalité du TDI, avec l'idée d'avoir différentes parties. La première sur les mythes, parce que si aujourd'hui le TDI est aussi peu connu et aussi peu diagnostiqué, c'est avant tout parce qu'il est porteur d'un certain nombre de mythes, d'idées reçues, et on va essayer ensemble de les examiner et, je l'espère, d'avancer autour de cela. On viendra après sur la notion de la clinique du TDI, à quoi ça ressemble, quels en sont les symptômes. Et puis, j'aborderai aussi la question du diagnostic, et plus exactement des challenges diagnostiques, pour expliquer aussi pourquoi ce trouble a du mal à être complètement reconnu et diagnostiqué. On aura un petit mot autour de la compréhension, qu'est-ce que l'on en sait aujourd'hui, pour finir, parce que c'est quand même le plus important, sur les approches thérapeutiques.
comment, concrètement, aider ces patients. Alors, je vous le disais, quand on parle de TDI, tout le monde peut avoir un petit peu son idée autour de ça. Et la première, plutôt très fréquente, c'est « mais est-ce que vraiment ça existe ?» Le TDI n'existe pas. Et d'ailleurs, c'est plutôt quelque chose qui a eu tendance à être renforcé par les médias, par des films, par les réseaux sociaux avec des personnes concernées qui prennent la parole. Et ça a eu plutôt l'effet d'augmenter le scepticisme de certains, de mes confrères, de mes consoeurs, ou même des professionnels au sens général. Et en fait, j'ai réalisé une enquête qui a été publiée dans l'Encéphale il y a quelques mois auprès de psychiatres français. Donc, on a eu sur cette question 500 répondeurs. Et quand on leur demandait « Croyez-vous en l'existence du diagnostic de TDI ?» Eh ben, si on regarde, moins de 20% étaient tout à fait convaincus. Alors, on avait des plutôt oui, des je ne sais pas. Mais seulement 20% des psychiatres français sont réellement convaincus de l'existence du TDI. C'est donc assez peu. Mais finalement, peut-être qu'on n'en est pas convaincu parce que c'est un trouble extrêmement rare, quelque chose qui se cache un petit peu et dont on peut tomber une fois dans sa vie si on a de la chance sur ce type de patient. Et en effet, si on regarde les chiffres en France, et j'ai eu la chance d'avoir accès aux chiffres du PMSI français sur ce diagnostic de troubles dissociatifs de l'identité, qui est en fait au cœur d'un groupe plus général de troubles dissociatifs, on se retrouve avec, en diagnostic principal, diagnostic associé, qu'importe, uniquement 183 patients qui ont été diagnostiqués avec un TDI en France. C'est quand même pas énorme. Alors, c'est plus qu'en 2022, si vous regardez les chiffres, mais c'est quand même pas beaucoup. Quand j'interroge les psychiatres français en leur demandant « mais est-ce que vous en suivez de ces patients ?» Eh ben, 2/3 me disent qu'ils n'ont jamais pris en charge ces patients. Alors, je voudrais leur dire que probablement, ils n'ont jamais eu conscience qu'ils prenaient en charge ce type de patients. Et puis, si, par contre, maintenant, on s'intéresse aux chiffres dans le monde et aux données de la littérature, que savons-nous ? Alors, on peut regarder le DSM-5, qui est notre livre de classification et de diagnostic des troubles psy, qui peut être très critiquable à bien des égards. Et là, on trouve un chiffre, 1,5% de quoi ? De la population générale. C'est-à-dire autant que la schizophrénie, autant que le trouble bipolaire, on va dire de type 1. Ça semble quand même extrêmement important si on se réfère aux 183 patients diagnostiqués. Quand on va voir un petit peu plus en avant ces chiffres, dans les études qui existent, on a une revue de la littérature assez intéressante et qui retrouve là, sur cette ligne soulignée, finalement une prévalence de 1,5% de la population générale. On retombe bien sur ces chiffres du DSM. Et puis là, cette étude, elle cherche dans les populations prises en charge dans des services de psychiatrie, en intra-hospitalier, en ambulatoire, dans des services d'addictologie. Et là, les chiffres montent de manière importante, on va dire, voilà, peut-être 5, 8, 10%, 14% en fonction des études. Mais une étude plus récente, une méta-analyse qui porte au départ sur 32 000 étudiants, donc vraiment des étudiants dans le monde, et pour lequel on évalue les troubles dissociatifs. Et puis seulement dans cette étude, donc bon, sur 2150 étudiants, on va aller rechercher avec des outils validés dans le diagnostic du TDI, donc qui sont des outils longs, des entretiens semi-structurés de plusieurs heures. On a retrouvé 3,7% d'étudiants dans le monde avec ce diagnostic. Je vous rappelle, 183 patients diagnostiqués l'année dernière en France. Alors on pourrait se dire, oui, mais tout ça c'est un trouble d'Américains. Mais si on regarde en bas, on voit effectivement qu'il y a des études américaines, mais des études des Pays-Bas, d'Italie, des Philippines à ce niveau-là. Et donc on voit que finalement, il y a un autre idée habituelle, ce n'est pas un trouble réservé aux Américains et dans la conception américaine. Et donc, si on représente un petit peu les choses, population générale, 1,5, 3%, patients psychiatriques, 5, 8%, et alors les patients
traumatisés, ceux que vous et moi, nous connaissons, nous pouvons prendre en charge. Quel serait le pourcentage à ce niveau-là? Il n'y a pas d'études qui le signifient aujourd'hui. Ma conviction, évidemment, que c'est très important. Un autre mythe qui contribue aussi à la méconnaissance de ce trouble sont les théories qui ont pu être véhiculées autour de ce trouble. Alors, à la rigueur, si ça existe, peut-être quand même que c'est des troubles très socio-cognitifs, c'est-à-dire très influencés par les médias, par la population, ou des troubles induits par des thérapeutes qui n'auraient rien d'autre à faire que de créer des symptômes chez leurs patients, ou encore qu'il s'agit de patients avec une imagination débordante qui auraient tendance à imaginer ce sentiment de multiplicité. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des études scientifiques qui aujourd'hui ont très clairement invalider l'ensemble de ces hypothèses au profit d'une seule et unique hypothèse et compréhension du trouble dissociatif de l'identité, qui est une origine traumatique au trouble de stress, au trouble dissociatif de l'identité. Une autre mythe très classique est le fait de se dire, un peu dans la continuité du fait que ça n'existerait pas, qu'il n'y a pas de réalité biologique. Et là, nous avons la chance depuis maintenant quelques années d'avoir une multiplicité d'études, alors une dizaine, ça reste encore que je pourrais détailler en question si vous le souhaitez, mais qui prouvent aussi bien d'un point de vue électrophysiologique qu'en fonction des parties qui vont être dans le contrôle et dans l'expression, des marqueurs physiologiques vont être différents. Et des études en IRM fonctionnelle ont aussi très clairement démontré cette réalité biologique. Et c'est quand même drôle, dans toutes les études scientifiques, habituellement, on prend un groupe de patients et puis un groupe de contrôle, c'est-à-dire de personnes qui ne souffrent pas de troubles. Dans le cas du TDI, on n'était tellement pas persuadé de cette réalité biologique qu'on a pris des patients puis qu'on a pris des acteurs à qui on a demandé de simuler, de mimer un trouble dissociatif de l'identité. Ce qui montre à quel point déjà on n'était pas bien sûr que ça se séparait de simulateurs. Et en fait, très clairement, des différences ont été prouvées entre patients et acteurs. Il a été montré qu'il n'y avait pas de lien avec la propension à l'imaginaire. Nos patients TDI différaient le plus des témoins de ces acteurs avec des hautes proportions à l'imaginaire par rapport à ceux qui avaient de basses proportions à l'imaginaire, ce qui est assez rigolo. Et puis, vraiment, on s'est rendu compte que dans un seul cerveau, on pouvait bien mesurer des états d'activation différentes et qui prouvaient l'existence de ces parties dissociées. Une autre idée dont personnellement j'étais absolument convaincue, c'était que si j'avais un patient qui souffrait de TDI en face de moi, je le reconnaîtrais immédiatement. C'est quand même un trouble qui est censé être spectaculaire ou visible. Si le patient switch d'une identité à l'autre, le psychiatre s'en rend compte de manière évidente. Et en fait, pas du tout. En fait, pas du tout parce que le trouble dissociatif de l'identité, c'est le caméléon de la psychiatrie. Le caméléon, il modifie son apparence pour se cacher, pour paraître discret, pour masquer les choses. Et la dissociation, qu'est-ce que c'est? La dissociation, c'est de l'évitement. C'est une manière de se camoufler aussi de cette manière-là. Et très clairement, on va retrouver une symptomatologie avec des symptômes très souvent masqués, assez complexes. On l'a vu aussi méconnus. Et on peut avoir du mal à faire ce diagnostic. Et donc, quelle est la réalité caméléon du trouble dissociatif de l'identité? Alors, je vais vous raconter un petit peu comment moi, je suis arrivée à m'intéresser à ces patients TDI. Et cela est assez récent, en fait. Ça fait à peine quelques années, je me suis rendu compte à quel point pendant des années et des années, ces patients étaient devant moi, dans mes bureaux de consultation, mais je ne les voyais pas, alors que je suis plutôt assez compétente, en tout cas je le croyais, dans le domaine de la dissociation et que c'est un de mes sujets, mon sujet de recherche phare depuis le début de ma carrière. Et donc, par exemple, je vous parle de cette patiente que j'ai connue il y a 12 ans, je crois, donc j'étais toute jeune, qui souffrait de crises d'épilepsie et de crises fonctionnelles dissociatives. Alors moi, on les appelle comme ça aujourd'hui, les anciennes crises non épileptiques psychogènes, les crises à la Charcot.
Et cette patiente était extrêmement dissociée. Je la rencontrais dans le cadre de ces crises fonctionnelles dissociatives. Et je notais et je mesurais avec la dissociative expérience qu'elle des degrés de dissociation importants. Elle avait des amnésies, de la dépersonnalisation, de la déréalisation. On va y arriver. Et je me disais, elle est très, très dissociée. Alors, évidemment, je vais toujours chercher le trauma chez mes patients. Donc, j'ai été chercher le trauma chez cette patiente. Et bien avant que j'ai conscience de l'arrière-plan de ce dessin, elle me rapporte, que quand elle était petite fille, elle va subir des violences sexuelles extrêmement intenses dans un lit, etc. Mais à chaque fois qu'elle me parle de ces violences sexuelles, elle s'effondre et elle fait une crise où elle se cogne la tête sur le pied de mon bureau et ça rend les choses compliquées. Cette patiente a une trajectoire, à un moment elle va être maman, ce qui va aller mieux, puis ça va être de plus en plus compliqué, elle va être hospitalisée à plusieurs reprises, même dans des centres très brillants français, pour lequel on essaye de faire de l'exposition chez cette patiente et ça ne marche pas. Et puis on me dit, oh là là, elle est un peu ambivalente, puis il y a des moments, c'est étonnant la manière dont elle se comporte, etc. Et pendant des années, j'ai vu cette patiente, qui n'était pas de ma région, mais que je voyais quand même de manière ponctuelle, sans avoir idée de ce qui se passait autour d'elle. Et elle-même, en fait, était dans l'incapacité de me parler de ce brouhaha, de ces voix, de ces différentes parties qu'elle a pu maintenant dessiner, parce qu'elle avait trop honte, elle avait trop peur de passer pour une folle, et puis parce qu'à l'intérieur, ces parties lui disaient de ne pas en parler, et qu'elle ne pouvait pas en parler. Alors ce type de dessin, et ces dessins qu'elle réalise, c'est une partie d'elle qui les réalise, qui les cache, et j'ai la chance parfois d'avoir accès à ses dessins. Elle sait qu'elle a dessiné parce qu'elle retrouve du noir sur ses mains puisqu'elle les crayonne, mais elle n'a pas conscience qu'elle dessine l'ensemble de ces choses que je trouve, vous le remarquerez, assez brillant. Alors, quelles sont les manifestations principales du TDI ? Eh bien, cette scission du soi, en tout cas j'aime parler de cette manière-là, avec la présence de 2 ou de plusieurs identité, qui n'est pas un terme que je vais beaucoup utiliser dans cette présentation, et je parle plutôt de parties dissociées, des amnésies, on y reviendra, et de la dépersonnalisation des réalisations. Ces parties multiples, à quoi ça ressemble ? Eh bien, c'est ce sentiment de ne pas être un tout unifié et unique, et d'avoir un sentiment de scission de différentes parties qui peuvent prendre le contrôle exécutif, qui peuvent être, on va dire, sur le devant de la scène, un terme pourrait être qui peuvent switcher à ce niveau-là, et avoir des modifications dans le comportement, dans les émotions. On a souvent des luttes très importantes. Et ces parties peuvent avoir des caractéristiques propres. Elles peuvent avoir des noms, parfois elles en ont, parfois elles n'en ont pas, et c'est particulièrement au choix du patient qui va se les représenter ou pas par des noms, qui peuvent avoir une représentation visuelle ou non de ces parties. On peut s'en rendre... Il y a souvent des âges différents et on va souvent retrouver dans ce qu'on peut appeler un système de parties, finalement, des âges différents, des caractéristiques avec une voix, un débit, une posture, une marche. Mais ce qui est très, très important à comprendre, c'est que ces switches sont extrêmement discrets. Que vraiment, pour les percevoir, il faut y être particulièrement attentif parce que, je le rappelle, tout le but de la symptomatologie est au contraire de masquer les choses. L'amnésie, autre pilier dans le TDI, va être de différentes manières. L'amnésie au quotidien, le patient qui se réveille à certains moments, tiens, il est quelle heure, mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai acheté ça, j'ai écrit un message, je m'en souviens pas, je suis dans la rue, mais comment je suis arrivée là ? Des amnésies, et vous le savez bien, traumatiques, d'événements traumatiques, mais qui sont souvent des amnésies très asymétriques, c'est-à-dire que certaines parties savent, d'autres parties en sont protégées à ce niveau-là. Et puis des amnésies personnelles, au sens où il peut y avoir des périodes de vie, des événements importants auxquels le patient n'a plus accès. Et puis, on peut aussi aller jusqu'à des confusions identitaires quand certaines parties sont appelées par certains prénoms et qui ne sont pas reconnues par un proche qui va la nommer de ce type de prénom.
Une notion très importante, c'est ce sentiment de perte de contrôle, de perte d'agentivité, de je suis agent de mes mouvements, de mes paroles, de ma sensorialité. Avec, et c'est important de le noter, des sentiments de lutte interne. Ces patients décrivent finalement, et parce qu'on le reverra, mais ces parties ne sont pas toutes alignées, n'ont pas toutes la même perception, bien évidemment, vont lutter à l'intérieur pour prendre le contrôle, mais aussi pour discuter, commenter un certain nombre d'événements. Il va y avoir aussi, comme je le disais, ces pertes de contrôle moteur du discours où des choses, des propos vont être tenus pour lesquels la personne n'est pas forcément en accord, ou des actions peuvent être faites de la même manière. Cette sensation de se réveiller dont je vous parlais tout à l'heure, finalement, tiens, mais il est 5 heures, mais qu'est-ce que je fais là, avec ce sentiment de tiens, je reviens à moi. Et puis l'entourage peut observer des comportements incongruents. Alors par exemple, on n'en parlait pas tout à l'heure, mais il peut y avoir des goûts, des préférences différentes, des goûts alimentaires, vestimentaires entre ces différentes parties, et qui peuvent être vraiment remarqués par l'entourage. On sait aussi qu'il y a des compétences qui peuvent être différentes. Et par exemple, la patiente dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai appris très récemment que certaines parties parlaient lituanien et japonais, ou qu'une arrivait à écrire du solfège alors qu'elle n'a jamais fait de solfège, et à déchiffrer des tablatures. Et puis, dans le TDI, on a aussi cette notion de voix intérieure. Alors, beaucoup de patients vont parler de voix. Certains ne vont pas du tout parler de voix et ne vont pas l'identifier comme ça. Mais on a ces dialogues internes avec, vous l'aurez compris, ces parties qui s'opposent, qui discutent, qui ont des opinions ou des perspectives différentes, qui peuvent commenter les actions, être critiques ou être protectrices. On a régulièrement des sensations corporelles particulières qui peuvent être totalement prises pour des hallucinations somatosensorielles. Quand j'ai été formée au TDI, il y avait cette patiente qui avait reçu un diagnostic de schizophrénie et qui ressentait des petites bêtes qui circulaient sur ses bras, pour lequel elle avait une amnésie d'avoir été en fait enfermée dans un placard avec des petites bêtes qui circulaient sur les bras. Et donc, une fois qu'on remet les deux, on se rend bien compte du rapport avec le traumatisme. Et puis pareil, on peut avoir à certains moments une illusion de voir l'agresseur, par exemple, autour de soi, dans ces phénomènes-là. Et on le sait aussi au niveau corporel, et d'ailleurs, je salue le centre d'Arnaud Leroy qui met l'accent sur la prise en charge psychocorporelle dans le trauma. Vraiment, ces sensations d'étouffement, ces sensations d'être tenu, ces sensations au niveau génital qu'on retrouve extrêmement fréquemment chez les patients qui souffrent de TDI. Un autre aspect très important, c'est la notion de déréalisation et de dépersonnalisation. Cette notion de détachement du soi, cette sensation d'être détaché de ses propres processus mentaux et de son corps. Les patients vraiment décrivent très souvent qu'à des moments, ils ont l'impression d'être observateurs de leur propre existence, comme s'ils regardaient un petit peu un film de leur vie, une perception altérée de l'environnement, cette déréalisation, de voir de manière déformée, à travers un brouillard, dans le flou, les choses qui créent cette distance émotionnelle avec la réalité. Une patiente me disait la semaine dernière, c'est comme si j'étais un peu dans un jeu vidéo comme ça, et que c'était pour de faux. Ces automatismes, où les patients parfois réalisent tout un tas d'activités de manière totalement automatique, comme si leur corps fonctionnait un petit peu indépendamment de leur volonté, ce qui donne cette sensation d'étrangeté à leur propre mouvement. Et puis, on retrouve aussi très souvent ce sentiment d'inauthenticité. Les patients peuvent avoir l'impression, comme je vous le disais, de jouer un rôle dans leur propre vie, sans vraiment avoir une connexion véritable avec leur identité. Tout ça étant des sensations à certains moments qui ne sont pas forcément tout le temps présente. Et puis, ça c'est la symptomatologie, on va dire vraiment au cœur, cette symptomatologie dissociative et de scission. Et on va retrouver les symptômes associés qu'on retrouve dans toutes les problématiques finalement de trauma complexe au sens large, les flashbacks, les troubles du sommeil,
avec les cauchemars bien évidemment, mais pas seulement. On va observer des troubles dissociatifs nocturnes. La patiente dont je vous parle, il lui arrive de repeindre son appartement la nuit sans avoir aucune idée qu'elle a acheté de la peinture et elle retrouve un mur peint d'une autre couleur plutôt adaptée, de changer la couleur de ses draps sans avoir aucun souvenir de ça à ce niveau-là. On va retrouver de la dissociation somatoforme, qui est mon sujet au départ de prédilection, ces crises fonctionnelles dissociatives, des troubles neurologiques fonctionnels. Et en fait, je suis venue au TDI à partir de ces troubles où ils étaient sous mes yeux, parce que c'est des patients qui ont souvent des hauts degrés de dissociation, mais pour lesquels je n'avais pas cet angle et cette lecture d'approche. Des troubles du comportement alimentaire, je crois aujourd'hui n'avoir jamais vu un patient TDI qui n'a pas eu à un moment ou un autre des antécédents de TCA ou des TCA encore actifs. Et puis, on va retrouver beaucoup de comportements d'auto-agressivité, de scarification, de tentatives de suicide, avec, on y reviendra, mais à la différence, par exemple, d'un trouble de la personnalité borderline, très régulièrement une amnésie du passage à l'acte, où le patient ne sait pas où sont les lames de rasoir et n'a pas souvenir d'être passé à l'acte, et le patient ne nous ment pas. C'est sa réalité, bien évidemment. On n'a pas à être suspicieux de ça. Et puis on va très souvent retrouver dans ces problématiques de TDI des questions de dysphorie de genre, des questions de transition aussi associées. Alors, passons maintenant au challenge diagnostic autour de ce TDI. Pour diagnostiquer, nous, psychiatres, on a nos classifications, nos critères. Alors, je vous ai décrit la symptomatologie, mais effectivement, on a les critères du DSM-5, la perturbation de l'identité, la discontinuité du sens de soi, ces ruptures marquées dans le sentiment d'identité et d'agentivité, accompagnées de modifications émotionnelles, comportementales, de la conscience, de la mémoire. On va retrouver ces troubles dissociatifs de mémoire, ces amnésies. Le terme amnésie étant probablement très mal choisi, puisque ce n'est pas oublié. Les choses sont là, mais l'accès à cela est compliqué. Une patiente comme ça m'évoquait un système de coffre-fort, de bâtiments, de codes avec différents degrés pour avoir accès à certaines parties et à certains éléments traumatiques avec plus ou moins de sécurité en fonction de la gravité et du besoin de distanciation qu'elle pouvait avoir avec certains souvenirs traumatiques. Mais ce qui est intéressant, c'est que la CIM-11, elle a toujours un apport plus dimensionnel et typiquement, elle va mettre encore plus de nuances dans le diagnostic de TDI et elle propose une distinction entre TDI complet et TDI partiel. Alors, quelle va être la différence? Dans le TDI complet, il y a bien cette altération marquée de l'identité, les amnésies sont généralement très fréquentes, très présentes, la discontinuité dans l'expérience de vie est très significative et ces états dissociatifs sont bien définis, bien distincts. Par contre, dans un TDI partiel, les états dissociatifs sont moins définis, moins évidents. On a bien des perceptions étrangères ou de sentiments non contrôlés qui restent importantes, mais sans qu'il y ait forcément ce sentiment de perte complète de contrôle, avec des amnésies qui peuvent être plus subtiles. Comment peut-on diagnostiquer ces troubles? Alors, avant tout, en les connaissant, en connaissant cette symptomatologie, il existe des outils, des entretiens structurés, semi-structurés. La SCID est vraiment l'entretien structuré de référence. Il a été validé et traduit en français par Olivier Piedfort-Marin. Donc, c'est un entretien très intéressant qui peut être très long, de 2 heures à plusieurs heures en cas de troubles dissociatifs très importants, parce que à chaque symptôme, on va demander de décrire une expérience pour vraiment bien s'assurer que l'on est en adéquation avec cela. Mais il reste quand même la conviction clinique qui prédomine complètement par rapport à ça. Et puis, on a des échelles d'auto-évaluation qui ne sont pas du tout des échelles de diagnostic, mais qui viennent mesurer les intensités de DES. Alors, pour être clair, une de mes grandes questions actuelles autour du TDI, c'est la question du diagnostic différentiel. Qu'est-ce qu'un diagnostic différentiel? C'est est-ce que le patient il a vraiment un TDI ou est-ce qu'il a autre chose? Et puis la question des comorbidités. Est-ce que il a en plus de son TDI d'autres troubles, d'autres manifestations? Là encore, quand on regarde dans le DSM, on voit que dans les diagnostics différentiels, on va retrouver les autres troubles dissociatifs, c'est assez logique, les troubles psychotiques,
dont la schizophrénie, typiquement, le trouble de la personnalité borderline, les troubles bipolaires. Et puis, le DSM ne parle pas de complexe PTSD, de troubles de stress post-traumatique complexe, mais en tout cas avec ça. Mais il les cite aussi dans les comorbidités, où évidemment elles sont très présentes. Et on va retrouver tous les troubles dépressifs, anxieux, où on a des patients qui peuvent avoir effectivement tout ce type de symptomatologie, les troubles neurologiques fonctionnels, somatoformes, les TCA, troubles addictologiques très représentés, les troubles du sommeil. Mais en fait, les choses sont éminemment plus complexe que ça. En tout cas, pour moi, qui ai bien du mal à avoir mes repères actuellement, parce que typiquement, et ça c'est pas cité, on va retrouver beaucoup de patients qui ont eu des diagnostics, ou en tout cas qui ont des critères actuels de TDAH, de troubles du spectre autistique. Et alors, est-ce que c'est bien des co-diagnostics, et puis on peut en mettre beaucoup, parce qu'en fait, chaque partie peut avoir une expression symptomatique qui permet de réunir les critères d'un TSA, qui permet de réunir les critères borderline, etc. Et toute la fluctuation amène aussi les questions avec le borderline, avec la bipolarité. Donc, les choses ne sont pas si évidentes, en tout cas pour moi à l'heure actuelle, de pouvoir catégoriser à chaque fois les choses. Sinon, on risque aussi de poser beaucoup d'étiquettes sur le même patient. Et je pense que nos enjeux majeurs sont aussi d'améliorer la question par rapport à la schizophrénie, par rapport aux troubles de la personnalité borderline. Et est-ce qu'il y a effectivement que des questions différentielles ou pas ? Les choses restent en suspens et je serais ravie de pouvoir discuter avec vous si vous avez des questions autour de ça. Mais je n'ai pas forcément toutes les réponses aujourd'hui pour être très clair. Et puis, je ne pouvais pas parler du trouble dissociatif de l'identité aujourd'hui en France sans parler de la fameuse question des autodiagnostics ou de ces faux TDI pour lesquels il y a tout un tas de débats et qui d'ailleurs contribuent un petit peu plus à la question du scepticisme autour de ce trouble. Alors, il y a une littérature qui importante, enfin en tout cas qui permet de dire quels sont les repères, quels sont les marqueurs pour se dire non là c'est pas du TDI, c'est du faux TDI ou c'est autre chose. Par exemple, Éric Binet qui connaît bien cette problématique suggère lui par exemple une épidémie de syndrome de Munchausen sur internet en lien avec ses autoproclamations de TDI, ses revendications. Alors, de la littérature, on va retrouver des points de vigilance. Un patient qui a une attente de confirmation du diagnostic de TDI très très forte, qui va utiliser un jargon technique, switch, front, little, trauma holder, et que sais-je. Mais, entre nous soit dit, vous avez un trouble, vous avez une réalité, une souffrance, un mal-être, que des professionnels n'ont pas étiqueté. Et puis, à un moment, vous trouvez des sites, parfois extrêmement bien faits, qui utilisent ce type de vocabulaire. Est-ce vraiment le signe que vous n'en souffrez pas, le fait que vous utilisez un vocabulaire que vous avez trouvé? J'en suis pas si sûre, moi. Par contre, un patient qui va montrer très peu d'évitement, qui va être en capacité à parler de l'ensemble de ses traumas, de manière très posée. Là encore, attention, on peut, quand on est très détaché, très dissocié, on peut vous parler des traumas sans être effondré. C'est le propre même de la dissociation. Qui va justifier ses comportements en disant « mais non, c'est pas moi, c'est un tel, c'est une autre partie, donc c'est pas moi ». Qui va ne pas avoir la preuve de souvenirs traumatiques non désirés et de flash de cette manière-là, qui va nier ces voix ou ce discours interne pour lequel on va pas retrouver d'amnésie sur des activités neutres et agréables au quotidien. Alors, la plupart du temps, on en a pour des petites choses. Un patient qui va contrôler beaucoup l'entretien, à essayer de fournir des preuves de ce TDI, qui va annoncer voilà, je vais vous montrer un switch et qui va faire le switch dans la foulée. Mais là encore, attention. C'est-à-dire que un certain nombre de patients, une fois qui maîtrisent, qui comprennent leur système à l'intérieur, parfois peuvent avoir cette capacité à ce que l'une ou l'autre des parties viennent devant, et ce n'est pas forcément décrédibilisant. Qui va trouver des avantages au fait d'avoir un TDI. Alors,
Bon, il faut aussi m'expliquer quel est l'avantage d'avoir ce type de trouble ou qui va être très énervé ou très déçu s'il n'a pas ce type de trouble. Donc, tous ces facteurs mis les uns à côté des autres sont des points de vigilance et je vous encourage à y prêter attention. Mais je vous encourage surtout à vous demander à quel moment vous rencontrez ce patient. Jugez que cela considère, en particulier le fait qu'il maîtrise un vocabulaire ou qu'il ait besoin d'une reconnaissance, est un facteur de se dire « Ah non, 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 ça signifie que c'est pas un TDI. Si c'était un TDI, il n'aurait pas cette connaissance-là. » Tout dépend à quel moment vous rencontrez ce patient. Tout dépend à quel moment il a pu effectivement avoir contact à des ressources pertinentes qui peuvent exister autour de ces troubles. Donc attention. Et ma conviction est peut-être que derrière cet écran de fumée des autodiagnostics ou des possibles faux TDI, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même si c'est le cas, ces patients souffrent énormément, se cache, à mon avis, le vrai et seul réel challenge, qui est celui du sous-diagnostic. Et donc, pourquoi un tel sous-diagnostic ? Eh bien, on le voit, on se retrouve en tout cas à avoir un retard diagnostique extrêmement important, 5 à 13 ans, un diagnostic moyen qui arrive à la trentaine, alors que très clairement ces troubles apparaissent dès l'enfance, un nombre de diagnostics incorrects posés avant. Alors, est-ce qu'ils sont incorrects ? Est-ce que c'est des comorbidités ? Est-ce que c'est un spectre ? On arrive à des discussions particulièrement intéressantes, mais un quart à la moitié de ces patients ont reçu un diagnostic de schizophrénie avant. C'est quand même pas rien. Donc voilà en tout cas pour cette question du challenge diagnostic. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse ensemble à quelle compréhension nous avons aujourd'hui autour du TDI. Alors, je vous le dis tout de suite, et je suis toujours, pour moi, c'est quelque chose de très important, de se dire que les théories, c'est des théories qui peuvent être très éclairantes, très intéressantes, mais qui ne sont pas des preuves scientifiques prouvées et répliquées. C'est une manière d'observer cette réalité, manière pertinente pour autant, mais on n'a jamais à prendre un modèle théorique tel qu'il soit comme une réalité absolue. Je vous encourage toujours à regarder, quelle que soit la situation, sous bien des angles différents. Mais en tout cas, une chose qui est sûre dans la littérature, c'est qu'on est bien sur une origine post-traumatique. Et une manière de regarder les choses, c'est aussi de se dire que le TDI, ce serait une forme de modalité de résilience développementale extraordinaire. Et que cette scission ou cette encapsulation d'expériences traumatiques, elle sert à se protéger des relations abusives, inadaptées, de personnes qui sont censées vous protéger, vous apporter des soins. En effet, je suis maltraitée par mes parents ou par un parent. Et je peux avoir une symptomatologie post-traumatique de peur, d'être effrayé, d'être hyper vigilant par rapport à ça. Mais à côté de ça, je dois quand même continuer à faire confiance à ce parent qui parfois me nourrit, m'emmène à l'école ou que sais-je. Et donc, on le sent. Comment cette partie effrayée qui craint ce parent peut aussi à la fois investir la relation pour d'autres choses. Et on voit à quel point on peut faire naître le fait de devoir être multiple ou d'avoir ces différentes parties pour être la petite fille très sage et parfaite une fois à l'école, à la fois cette petite fille qui se cache sous son lit effrayée et celle qui va être extrêmement adorable avec papa quand il rentre, lui apporter sa bière et lui faire un petit massage pour éviter derrière d'être agressée. Vous voyez comment ces modalités déjà comportementales peuvent avoir un intérêt et peuvent favoriser cette scission. Et puis, c'est pas parce que je suis en train de vivre l'horreur que je ne vais pas avoir besoin, et on sait que quand on vit l'horreur, il y a des phénomènes de sidération, qu'on peut se retrouver aussi avec des difficultés. On ne peut pas réfléchir, on ne peut pas investir les apprentissages alors que je suis en pleine terreur. Ce serait quand même drôlement pratique d'avoir des parties de moi qui le peuvent, qui peuvent obtenir une maturation plus normale dans d'autres domaines développementaux. En tout cas, c'est autour de ces théories que l'on peut comprendre les choses avec typiquement
une des théories de Freud sur le trauma, la théorie du traumatisme de trahison. Hein. Quand je suis traumatisée par les personnes qui sont normalement les personnes qui doivent m'apporter des soins et dans lesquelles je dois faire confiance, qui explique l'impact le plus important des abus intrafamiliaux. Et c'est effectivement aussi toute cette notion de tiers sécure qui n'est pas là. Et puis aussi la question des théories autour du trauma d'attachement qui peuvent expliquer, comme on le disait, finalement cette dissociation développementale. On ne peut pas parler de TDI sans parler d'un modèle très connu de la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité d'Onno van der Hart. Mais encore, je rappelle ma petite vigilance, c'est un modèle intéressant que je trouve très utile cliniquement, mais qui est un modèle. On n'a pas de réalité totale et on ne peut pas d'une vérité absolue scientifique à l'état actuel. Et qu'est-ce qu'il propose? Pour lui, l'idée, c'est que les expériences traumatiques vont perturber l'intégration de la personnalité. C'est-à-dire que c'est pas un miroir bien construit qui se trouve fracturé en différents morceaux, c'est un puzzle qui, du fait des traumas, n'arrive pas à s'associer pour donner un tout de soi unifié avec une représentation du monde unique. Il développe différents stades de dissociation, la dissociation primaire, secondaire et tertiaire. Très rapidement, et vous remarquerez vraiment la qualité incroyable de la représentation cérébrale au niveau anatomique, s'il vous plaît, mais on pourrait voir les choses simplement. La dissociation, vous le savez, ce mécanisme protecteur d'urgence qui évite la contagion émotionnelle, qui fait un détachement de la mémoire, etc., etc. Suite à un trauma unique, on va se retrouver avec du matériel traumatique, des souvenirs, des réactions au moment du trauma qui peuvent être de la fuite, du combat, du figement, de la sidération, des émotions, de la peur, de la colère, puis de la perception. Parce que j'aime toujours cette phrase, le trauma c'est quoi? C'est profondément quelque chose qui modifie sa vision de soi, sa vision des autres, sa vision du monde. Donc les perceptions sont modifiées par le trauma. Et donc dans le modèle de Van der Hart, il y aurait la personne pré-trauma, et donc lui va parler de partie apparemment normale, une partie apparemment normale, et puis finalement toute la symptomatologie du TSPT devient une partie non intégrée, une partie émotionnelle. Quand on parle de partie non intégrée, et je pense que vous serez d'accord avec moi, le trauma c'est un événement du passé qui n'est pas intégré dans le passé, et donc qui continue à perturber votre présent, et qui vient boucher votre avenir. Et bien cette non-intégration, et c'est d'ailleurs tout le principe de nos thérapies, on va aller chercher l'intégration de cette partie non intégrée, serait cette partie émotionnelle. Et on va retrouver les symptômes classiques d'un TSPT que vous connaissez tous. Et donc cette dissociation primaire, ce serait le TSPT, l'état de stress aigu. Si on continue le modèle, on arrive sur une personne qui vivrait différents traumas, des traumas répétés, traumas complexes, en tout cas, voyons. Et donc là, on imagine ce matériel traumatique plus riche, avec des souvenirs, des émotions, les perceptions, mais presque qui peuvent aussi s'associer entre eux, au point de donner finalement du matériel très relationnel, qu'on va particulièrement retrouver typiquement dans le trouble de la personnalité borderline, avec ces grandes difficultés relationnelles de proximité et de rejet, d'une partie très émotionnelle ou des souvenirs avec ces flashbacks, ces reviviscences. Et donc là, on pourrait se dire on est dans le grand groupe de la dissociation secondaire avec les autres troubles dissociatifs et puis les troubles borderline et le TSPT complexe. Et puis si on imagine des traumas encore plus précoces, alors on parle de 6 ans, là encore, c'est quelque chose qui est décrit de cette manière-là dans la littérature. Je suis pas forcément convaincue de cet âge limite, mais ça nécessite des recherches. Bien avant que la personne ait pu constituer sa personnalité, sa représentation, son sentiment de tout unitaire, et qu'il y a ces différents traumas, et bien là, on va se retrouver avec ces parties émotionnelles qui peuvent s'associer en fragments, voire en altère. Altère, ça signifie quoi? État de conscience altéré, et où on va pouvoir avoir des parties qui vont obtenir un sentiment
d'identité, une perception du monde, un âge, des souvenirs et un sentiment de soi. Et donc là, on se retrouverait d'une part dans des parties apparemment normales, et plus une seule panne, mais des pannes, c'est ça la dissociation tertiaire, et de l'autre côté, des parties émotionnelles. Et là, les parties émotionnelles, elles peuvent être en lien avec les traumas, elles peuvent être jeunes, mais pas uniquement jeunes, et on retrouverait deux grands types, des parties très émotionnelles vives et des parties plus sous l'influence parasympathique de type anesthésie, et on retrouverait ces PE complexes ou ces PE simples. Une petite minute de neurosciences, mais que je trouve particulièrement intéressante pour comprendre et se représenter ce phénomène de TDI. Peut-être que certains le savent entre vous. Sur cette partie-là du schéma, on représente le TSPT classique. Vous le savez peut-être, là, ce qu'on représente, l'amygdale et l'insula, c'est les zones limbiques qui sont porteuses de nos émotions. Et dans le TSPT, on a quoi? On a toutes ces zones qui restent en hypervigilance, hyperactivées, le centre de la peur qui ne s'éteint pas. Je continue à être très activée et à sursauter aux moindres choses en me disant que la peur peut éviter le danger. Et puis, toutes les zones devant, là, de cortex qui ont pour but de dire « Mais non, c'est du passé, tout va bien, tu es en sécurité », qui ne sont pas assez activées et donc qui n'arrivent pas à aller éteindre ces parties limbiques. Ça, c'est le modèle classique d'hypomodulation émotionnelle dans le trauma de stress post-traumatique. Mais l'ANUS et ses équipes ont développé, et ça d'ailleurs ça apparaît dans le DSM-5, un TSPT dissociatif, où c'est tout l'inverse qui se passe dans le cerveau. C'est-à-dire que ces parties de la rationalité sont très 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 activées, et elles viennent éteindre, déconnecter les parties émotionnelles, ce qu'on appelle cette hypermodulation émotionnelle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a cette étude, alors qui est déjà assez ancienne, mais de l'équipe de Renders, qui a été essayer d'observer les choses. Alors, ils ont pris des patients TDI et, là encore, des acteurs, parce que des fois on les a exposés à un script neutre, d'un événement neutre de leur vie, et un script traumatique. Alors déjà, on voit que les patients acteurs, ils n'arrivent pas à avoir deux états d'activation différentes. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que si j'expose une patiente TDI qui est en partie apparemment normale à son script traumatique, on va avoir, vous savez, ce modèle d'hypoexcitation limbique. Les parties supérieures vont complètement éteindre cette partie limbique, ce qui explique qu'elles peuvent vous parler parfois de leur trauma en étant extrêmement calmes, extrêmement détachées, parce qu'en fait, dans leur cerveau, à ce moment-là, c'est pas activé. À ce moment-là, ce n'est pas cette hyperactivation. Et par contre, si vous avez une PE qui est en présence dans l'IRM fonctionnel et que vous l'exposez à son scénario traumatique, là, on va retourner au modèle de TSPT classique où toutes les parties limbiques vont être hyperactivées et où la rationalité n'arrivera pas à venir éteindre les choses. Et donc ça, c'est la dissociation tertiaire. Différentes pannes, différentes PE. À quoi servent ces parties? Quels sont un petit peu leur rôle, leur fonction? On va retrouver tout ce qu'on retrouve dans le champ des réactions péritraumatiques ou des émotions avec nos fameux 3 F, de l'anesthésie, de la soumission, pour le côté freeze, probablement de la fuite, des ruptures de relations, probablement qu'on pourrait considérer les troubles addictaux aussi dans cette partie, des parties aussi d'agressivité, d'affirmation, où parfois on a, même très fréquemment, des parties dites hostiles dans les systèmes de nos patients qui peuvent être extrêmement affirmées, voire agressives, voire avoir intégré des comportements de l'abuseur. On va retrouver des parties qui sont porteuses de trauma, qui peuvent être dans l'ombre, qui peuvent avoir pour but de protéger le reste du système de ça. Des parties beaucoup plus protectrices, qui vont à certains moments couper, qui vont expliquer des comportements d'évitement, qui vont expliquer la déréalisation, qui peuvent aller jusqu'à déclencher des crises fonctionnelles dissociatives. Des parties pour la gestion du quotidien, les fameuses pannes. Qu'est-ce qui fait que quand j'arrive au boulot, j'arrive à gérer les choses de manière correcte, sans être envahie par mes émotions? Les parties sociales, je vous le rappelle, le but est de ne rien montrer et de masquer. Quand on vit des traumas dans l'enfance de manière répétée, à un moment,
soit parce que l'on n'est pas cru, soit parce qu'on n'est pas protégé. Et avant tout, comme mécanisme de survie, il faut faire comme si tout allait bien, et ce masque social. Et puis, évidemment aussi, des parties autour de la sexualité qui peuvent être très hypoactivées ou au contraire dans l'hypersexualité. Et on va retrouver des parties enfants, des parties ados, des parties qui peuvent avoir introjecté des éléments de l'abuseur ou au contraire de protecteur. On peut retrouver des parties imaginaires de super-héros de mythologie pour finalement identifier et aller chercher de la ressource dans quelque chose que l'on connaît. On peut retrouver des parties animales. Alors moi, j'ai jamais eu, mais de manière logique, et il est décrit qu'on peut retrouver l'animal de compagnie, celui qui était là pour me protéger et pour m'apporter un minimum d'attachement quand j'en avais pas par ailleurs. Moi, j'ai des patients, mes patients avec des parties animales sont souvent des patients qui ont eu des douleurs et des problématiques de santé très graves dans l'enfance et pour lequel, quand ils switchent en partie animale, ils ne ressentent plus les douleurs en ayant l'impression que le corps de l'animal ne ressent pas les douleurs. Et puis, alors là, c'est la petite question qui m'interroge beaucoup en ce moment, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas finalement à ce modèle, qui n'est qu'un modèle, mais une étape supplémentaire où quand vous êtes extrêmement dissocié, quand il y a toute cette scission, quand il y a toutes ces voix intérieures, quand il y a ce vécu qui n'est pas étiqueté, qui n'est pas identifié comme un TDI, où vous avez vraiment l'impression d'être complètement fou et de perdre la tête et qu'il y a ces hallucinations somesthésiques que vous n'arrivez pas à relier à des éléments traumatiques qui sont eux-mêmes amnésiés, est-ce qu'à un moment, pour rationaliser, pour comprendre tout ça, il n'y aurait pas l'apparition d'idées délirantes chez certains qui pourrait expliquer que chez certains patients, on retrouve à la fois des caractéristiques de TDI et de schizophrénie. Mais tout ça, ce sont des questions qui nécessitent encore d'aller bien avant et bien plus loin. Alors, pour finir, et que c'est quand même très important, quelle est notre démarche thérapeutique face à ces patients ? Une phrase que j'aime beaucoup. Il est très important d'aider un patient atteint de TDI, oui merci, à devenir fonctionnel et en sécurité. Qu'il s'agisse d'une entreprise à propriétaire unique, d'un partenariat ou d'une société. Ce que vous entendez là, c'est qu'en tout cas, et ça c'est ma vision, je ne cherche jamais à faire en sorte qu'il y ait une seule et unique partie et un seul soi. Et en tout cas, c'est mon positionnement, même si c'est pas celui qu'on retrouve dans toute la littérature. La question des traitements médicamenteux, comme toujours, dans les troubles post-traumatiques, ils ont des degrés de preuve et d'efficacité inférieurs aux psychothérapies. Donc, ils vont être utiles pour traiter les troubles dépressifs, anxieux associés. Et donc, on va retrouver des antidépresseurs. Les anxiolytiques, vous le savez, les benzodiazépines ne sont pas notre ami dans le cadre de la dissociation, très clairement. Et parfois, on a certains patients qui ont des petites doses d'antipsychotiques, mais vraiment plus à visée symptomatique. Les phases de la psychothérapie, la psychoéducation, comprendre, s'approprier, et ça, c'est pour moi vraiment le pilier central du TDI, la stabilisation, avoir des outils pour savoir se réancrer, pour avoir quelques outils de gestion émotionnelle, et vous en connaissez tous, avec vraiment l'explication aux patients du développement de ces parties dissociées, que chaque partie a une fonction, a un besoin, qu'elles sont là avant tout pour protéger le patient, et qu'elles viennent exprimer quelque chose, mais que ces parties sont dans un seul et même corps, dans un seul et même personne, que c'est une forme de représentation mentale qui vient influencer ces pensées, et puis elles peuvent répondre, et ça c'est dans les théories TCC de manière très pertinente, à différents schémas sous-jacents. Et donc, un de nos principes dans cette psychoéducation, dans cette compréhension, ça va être d'aller explorer le monde intérieur, d'explorer ces différentes parties dissociées pour avoir une représentation, pour comprendre les besoins, pour comprendre les déclencheurs. Alors, on peut travailler avec des schémas. Donc ça, c'est la patiente qui dessine remarquablement bien. Mais alors, elle, chacune de ces parties, c'est ces points-là. Hein. Vous allez dire, c'est pas très représenté. D'autres vont faire un dessin avec différentes maisons pour chacune des parties. Et vous voyez au passage qu'il y a des accès autorisés, des accès interdits, où on se rend compte des règles du système. Et puis, j'ai d'autres patients qui, au contraire, vont avoir des représentations bien plus fines, avec une connaissance de l'apparence, de la naissance, des différents noms, etc. Et là, je m'arrête une seconde pour vous dire, attention, le TDI, c'est fascinant. La dissociation, c'est fascinant, et je pense que
je finirai ma carrière en étant tout autant fascinée par cette dissociation. Et on est dans un jeu d'équilibriste quand on travaille sur le trauma et sur le TDI, qui est à la fois, nous avons besoin de comprendre le système, nous avons besoin de comprendre les parties, leurs besoins, leurs déclencheurs, mais à la fois, ce qui nous intéresse, c'est le fonctionnement global dans l'ici et maintenant et dans la fonctionnalité. Donc, il faut s'y intéresser sans tomber dans une espèce de fascination excessive pour chacune des parties, puisque vous êtes en train de traiter quand même une seule et même personne, et c'est ce petit jeu d'équilibriste. Un autre outil très intéressant, c'est le cahier du TDI. Il existe aussi des applications qui ont cette fonction, où les différentes parties peuvent communiquer entre elles, laisser une trace à ce niveau-là, et ça permet d'identifier les déclencheurs, les amnésies, et puis aller identifier les règles internes dans le système, et ça c'est particulièrement important. Notre patiente de tout à l'heure, vous allez retrouver différentes écritures, très enfantines, beaucoup plus autre chose, et qui bien avant de pouvoir accepter ces différentes parties, retrouver des espèces de feuilles entières avec des numéros associés qu'elle ne se souvenait pas du tout avoir fait, et qui représentaient ces différentes parties dont elle n'osait pas parler. Un autre point très important est d'aller offrir aux patients un espace de communication, d'écoute et de respect entre les différentes parties. Alors, en fonction des différents modèles thérapeutiques, et chaque modèle de psychothérapie a aussi sa métaphore, mais il y a l'exercice de la salle de conférence qu'on apprend en EMDR ou autre. Alors moi, je suis très intégrative dans ma pratique. L'idée, c'est d'offrir aux patients un lieu et la construction d'un lieu et d'une représentation où ces différentes parties peuvent être autour de la table, peuvent être dans une grotte à se regarder les unes et les autres, peuvent être une patiente comme ça, c'est dans des box, elle adore l'équitation, cette patiente, donc dans des box de cheval où elles sont là, mais le but c'est qu'elles s'entendent, qu'elles puissent se voir et qu'elles puissent comprendre leurs besoins et leur communication. Une autre partie, bien évidemment dans le trauma, est d'aller s'attaquer à l'intégration des souvenirs traumatiques avec les méthodes que l'on connaît. Mais, alors je suis une grande partisante d'aller intégrer très vite et très rapidement. Dans le TDI, il y a quelques petites précautions à faire. Bien sûr, la question de la stabilisation, vous n'allez pas amener quelqu'un de complètement suicidaire à ce niveau-là. Surtout, vous n'allez pas commencer ça sans avoir compris le système de la personne et que la personne ait compris elle-même ses différentes parties, ses différents déclencheurs. Mais surtout, il va falloir aller bosser avec les parties hostiles et obtenir leur accord pour aller travailler sur les traumas. Parce qu'en tant que thérapeute, on arrive bien à travailler avec les pannes, on est souvent très attendri et très motivé à travailler avec les petits qui ont besoin de cette relation sécure qu'on leur apporte, etc. Mais les parties hostiles, c'est parfois plus compliqué. Mais les parties hostiles, elles sont tout autant protectrices. Introjecter une représentation de l'abuseur, c'était quand même à un moment donné la meilleure manière d'anticiper ses réactions, de le comprendre et de m'en protéger et d'accepter quelque part ou de moins souffrir de ce qui était en train de se passer. Un enfant qui traverse la rue, la mère hurle, le rattrape par le col et le tire très violemment. Eh ben, il y a de la violence, ça hurle, ça crie, mais c'est quand même très protecteur. Et il va falloir expliquer aux patients à quel point ces parties souvent vécues et favorisant les luttes, l'inconfort émotionnel sont des parties utiles et protectrices. Et ce recadrage est très important. Et on va devoir obtenir aussi une forme de collaboration pour pouvoir accepter ensemble d'aller travailler à l'intégration des éléments traumatiques. Et puis la phase 3, contrairement au modèle classique qui dit que le but est d'arriver à une unification parfaite des parties et donc il faut plusieurs années à ça, ce n'est pas mon modèle théorique, je ne crois pas à ça et je ne pense pas que l'on peut aller nier l'existence de ces parties et de se dire que ce qui a été aussi utile et ce qui a permis à cette personne de survivre jusque-là est actuellement plus d'intérêt, il faut que tout forme un tout unitaire, donc je suis effectivement opposée à cela. Mais il y a un vrai principe de réalisation, ça c'est Cathy Steele qui dit ça et c'est très juste. Il va quand même falloir réaliser que ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé à moi, à cette personne, dans mon passé, et que tous les manques que j'ai perçus ont été cette réalité. Il va falloir aller dans cette prise de contrôle où en fait je peux stratégiquement
comprendre et voir utiliser ces parties dissociatives à mettre en avant. Et puis, on va aller travailler sur la qualité de vie parce que toujours, la chose la plus importante dans le traitement du TDI, c'est le fonctionnement au quotidien qui est le marqueur d'amélioration. On va aller développer une partie adulte sécurisante. On a très souvent une partie adulte sécurisante qu'on va devoir renforcer dans sa sécurité. On va faire typiquement, par exemple, des exercices de reparentage pour aller combler les besoins des parties enfants. On va aller travailler la stabilisation fortement avec cette partie. Et puis, on va aller la projeter dans ses valeurs. Donc, qu'est-ce qui est important qu'elle construise et de ce qu'elle veut faire effectivement de sa vie. Donc, voilà un petit peu quelques principes thérapeutiques que l'on doit avoir en tête et qui me paraît intéressant en tout cas d'avoir en tête avec les patients TDI. Et les choses sont encore à évoluer. Là, on va commencer à la Maison de la Résilience avec ma super équipe de psychothérapeutes, de faire des groupes de patients qui souffrent de TDI pour qu'on continue aussi à avancer dans nos différentes thérapies. Alors, en conclusion, ouvrez l'œil. Soyez de vrais détectives. Face à ces symptomatologies caméléons, osez vous poser la question. Un message très important pour moi et auquel je crois beaucoup, c'est que la dissociation, c'est le mécanisme fascinant, le plus protecteur, et que si les choses se sont construites de cette manière-là, il y a une utilité, et l'important n'est pas d'arrêter cette scission, l'important est de savoir utiliser à bon escient et de manière stratégique cela. Une patiente comme ça qui me dit telle et telle partie sont hyper douées en langue, les autres pas du tout. Quand je me pointe en examen d'anglais, c'est quand même important que ce soit elle qui soit sur le devant. Très bien, parfait, continuons comme ça du moment où il y a ce sentiment de maîtrise. Alors quand vous posez la question du TDI, dans les cas des traumatismes complexes, bien évidemment, dans le cas d'abus sexuels, mais pas seulement, chez les patients avec diagnostic de borderline, chez les patients qui ont des vécus de voix, et de voix en particulier d'enfants qui peuvent répondre à des critères de schizophrénie, quand il y a ces absences, ces amnésies au quotidien, alors évidemment, quand vous percevez un switch, mais aussi tous ces patients qui ont tout un tas de diagnostics antérieurs multiples, vous devriez avoir une petite sonnette à l'oreille. Donc en conclusion, le TDI, c'est une réalité post-traumatique, mais caméléon. C'est très fréquent. La reconnaissance est essentielle. Et rappelez-vous, certes, il y a des choses qui doivent vous mettre la puce à l'oreille en vous disant « est-ce que vraiment ?» Mais quand vous avez passé des années et des années avec ce vécu de scission, d'incompréhension et que vous commencez à avoir, votre quête de reconnaissance auprès de professionnels de santé, en particulier de psychiatres, elle se justifie. Et c'est pas parce que leur attente est forte d'être reconnue qu'on doit toujours être très vite dans la suspicion que ça signifie donc que c'est pas le cas. Méfiez-vous à quel moment vous les rencontrez. Et puis faites confiance aussi aux patients. Ils savent bien mieux que nous. Et en tout cas, on est sur un domaine qui nécessite beaucoup plus de recherche, à mon avis. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, professeur, pour cet exposé qui était très clair et très complet. Je vais demander aux personnes dans la salle d'abord si elles ont des questions et on passera ensuite aux questions qu'il y a en distanciel. On rencontre en psychiatrie de temps en temps, malheureusement assez souvent quand on en entend parler comme ça du trouble dissociatif de l'identité en dehors du milieu du trauma, des gens qui sont caractérisés comme psychotiques et qui, quand on les rencontre, ont un gros traitement antipsychotique et pas des doses filées dites symptomatiques comme tu as pu le mentionner tout à l'heure. Donc vraiment des gros traitements, donc qui fait que, évidemment, comme ils ont un gros traitement antipsychotique, ils sont dans un état qui complexifie la finesse diagnostique à laquelle tu fais appel. Il y a un autre courant qui dit non, il faut pas mettre ces traitements-là, et surtout quand vous rencontrez ces patients-là, il faut enlever les traitements. Il faut arrêter ces traitements. Il y a un discours autour de ça, donc arrêter les traitements, parce que c'est qu'un moment dans la trajectoire pathologique des sujets. Ça va pas durer. C'est bizarre ça, et j'entends ça souvent. J'ai entendu ça plusieurs fois. Donc ma question c'est,
qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu sais de l'évolution naturelle de ce trouble à travers les âges? Excellente question. Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. J'essaie juste de démasquer. Qui est la question, est-ce qu'on a des patients qui ont des très lourds traitements antipsychotiques, j'irais même plus loin, qui ont été diagnostiqués comme une schizophrénie résistante et qui peuvent présenter en fait un TDI. Moi, j'en suis absolument persuadée. Et j'ai un certain nombre d'exemples où je pense en tête dans lequel ça a été le cas. Et donc, il faut être en capacité de pouvoir effectivement aussi revenir sur nos diagnostics de schizophrénie résistante, ce qui est pas forcément très simple pour nous parfois, et on le sait, voilà, ces regroupements symptomatiques peuvent être très importants. Voilà, c'était des études qui montraient que les symptômes schneideriens qui sont l'automatisme, certaines formes d'hallucination étaient plus fréquentes dans le TDI que dans d'autres, et qu'on a par contre des marqueurs sur les voix, avec des voix d'enfants qui sont internes, qui peuvent manquer à ce niveau-là. Mais là où aussi c'est important d'avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui dans la schizophrénie, on a de plus en plus d'études, de manière très importante, qui marquent la dissociation, probablement comme un marqueur très en lien avec les vécus d'hallucination. Donc, c'est compliqué. Pour ensuite, donc, est-ce que on est ou pas sur un diagnostic de psychose, ou est-ce que on n'y est pas? On le sait aussi, et c'est toutes ces questions-là que je vous disais, pour lesquelles j'ai pas forcément de réponse. On sait aujourd'hui à quel point les traumas précoces sont extrêmement représentés dans la schizophrénie, dans le trouble bipolaire. Donc, ça peut être compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut oser se remettre en question, c'est qu'il faut oser, quand on a une symptomatologie de TDI, qu'on est sûr de cela, décroître progressivement et arrêter ces antipsychotiques, en faisant attention évidemment à l'effet potentiel de rebond et de libération des récepteurs. Et je pense que c'est avant tout cette notion d'oser remettre en question nos diagnostics. Dans l'évolution du TDI, on a, si on revient sur mes chiffres initiaux d'1,5, même 3% chez les jeunes, on a forcément des gens qui ont un TDI et qui vivent pas si mal, et probablement qui ont un impact fonctionnel assez moindre, parce que leur stratégie d'adaptation, c'est quand même un phénomène d'adaptation extraordinaire, a permis cela. Donc on a de très bonnes trajectoires. On a aussi, quand on arrive à prendre en soin, de très bonnes trajectoires avec une maîtrise de ces switches, avec de moins en moins d'ailleurs de prise de contrôle exécutif, et de très bonnes trajectoires. Donc je pense qu'on peut être très confiant dans l'idée de la trajectoire de ces patients, mais vraiment la question d'oser revenir sur un diagnostic, de décroître et puis de rester ouvert à cela, parce que est-ce qu'il est possible d'avoir des co-diagnostics? Oui, c'est aussi possible. Le sujet, en tout cas, a suscité pas mal de questions en ligne. Donc, je vous pose la première. Est-ce que l'attachement désorganisé est plus fréquent chez les personnes atteintes de TDI ? Absolument, et sans aucun doute. Si on reprend la théorie de l'attachement, ou la question des traumas de trahison, c'est à mon avis évidemment ce qui fait le lit du TDI. Une question là sur les enfants. Est-ce qu'il existe des outils diagnostiques ? Alors, à ma connaissance, pas, sachant qu'un certain nombre d'auteurs vont vous dire qu'on ne peut pas diagnostiquer un TDI dans l'enfance ou dans l'adolescence. Je ne suis pas pédopsychiatre, mais je sais aussi que certains auteurs très connus qui pouvaient affirmer cela ont révisé leur position récemment. Mais je ne crois pas qu'il y ait d'échelle spécifique. On a aussi une question un peu plus sur le fonctionnement du coup des haltères, et une question sur le fait de savoir est-ce qu'il est possible qu'un des haltères meure ou disparaisse. Alors oui, c'est même extrêmement fréquent. C'est des systèmes profondément dynamiques. C'est des systèmes qui se créent pour faire face à de l'adversité, pour faire face à des relations perturbées, et en fait qui va être très adaptatif en fonction
des nouveaux stress, en fonction des nouveaux besoins, en fonction des nouveaux besoins familiaux, professionnels, mais aussi des nouvelles difficultés. Et donc, on a certaines parties qui n'ont plus, quelque part, de raison d'exister, donc qui peuvent être vécues comme une partie qui disparaît ou qui meurt. Et à l'inverse, on a parfois de la naissance d'altère, dans le sens où ce besoin est quelque chose apparaît, même si très régulièrement, je trouve que j'observe plutôt la prise de conscience d'une partie qui était là, mais qui n'était pas conscientisée. Mais en tout cas, vraiment, tout est possible du fait de cette adaptabilité et de cette réponse aux besoins. Et donc, toujours dans la même lignée, est-ce que la réorganisation du système est considérée comme une phase d'apaisement ou de guérison du trauma? C'est une très bonne question. Du moment où on retrouve, et c'est en ça où je dis, le marqueur le plus important, c'est le fonctionnement au quotidien. Si effectivement ma souffrance est apaisée, si je me déclenche pas de manière continue, si je ne suis pas activée et que je me retrouve pas à switcher, à ne pas maîtriser, eh ben c'est qu'on est effectivement totalement dans cette voie de la guérison. Pour moi, la guérison n'est pas cette réunification, mais il y a eu un article dans Le Monde cette semaine où au départ la journaliste disait oui, donc vous êtes-vous contre la guérison du TDI? Non, je suis pas contre la guérison du TDI. Je considère que guérir et aller mieux n'est pas se réunir en une seule partie. Mais en tant que médecin, être contre une guérison, ce serait quand même malvenu. Mais tout dépend ce que l'on met derrière ce terme. Et vous le savez bien, les personnes de manière générale concernées par les psychotraumas, TDI ou non, toute cette question est presque un débat total. Peut-on guérir? Et est-ce que garder une cicatrice dans ces bols de kintsugi magnifiques, est-ce qu'on est dans la guérison ou pas? Ça, c'est presque un débat philosophique. Si on repart un peu plus du côté des symptômes, est-ce que la dépersonnalisation, la déréalisation peut être comprise dans le TDI comme une dissociation traumatique? Totalement. La dépersonnalisation et la déréalisation sont des dimensions dissociatives. Donc, on est évidemment dans un symptôme dissociatif, oui, post-traumatique, quand je me détache de moi-même, je me détache de ma souffrance, je me détache de mes souvenirs, je m'en protège, je suis dissociée. Quand je me détache d'une réalité insupportable, et cette déréalisation, c'est évidemment des phénomènes dissociatifs. Et donc, est-ce qu'on peut considérer le TDI comme un trouble neurodéveloppemental? Très bonne question. Est-ce que c'est un trouble pour lequel on a des marqueurs neurobiologiques? Oui. Est-ce que c'est un trouble pour lequel on a même une étude qui arrivait avec un degré de sensibilité et spécificité à 75% de trouver des biomarqueurs à cela, et en particulier on a une zone de l'hippocampe qui est réduite et très en lien avec le nombre de traumas auxquels on a été opposé. Moi, j'aurais tendance à le considérer comme un trouble neurodéveloppemental, d'autant plus quand je vois les questionnements diagnostiques associés au TSA et au TDAH. Et comment alors travaillez-vous avec les patients qui peuvent avoir peur de la thérapie, notamment EMDR, parce que intégration égale mort puis deuil de l'altère? Eh bien justement, et c'est vraiment le message que j'ai voulu faire passer, pas du tout. Le but n'est pas d'aller rechercher la mort et la partie. Mon terme intégration, c'est l'intégration du souvenir traumatique. Quand on intègre un souvenir traumatique, on ne l'efface pas. On fait en sorte qu'il ne soit plus source de souffrance et qu'il n'y ait plus de réactivation. Mais il fait partie de soi, il est toujours là, mais il est apaisé. Et donc, des parties porteuses de trauma, si on parle de ces parties-là, qui pourraient être les seules en lien, elles peuvent juste être porteuses du souvenir et puis être porteuses du trauma. Donc, c'est vrai que le terme intégration peut faire peur parce que dans certains modèles thérapeutiques, dans cette phase 3, c'était l'intégration au sens de l'intégration des parties en une seule, chose pour lesquelles j'ai dit que je n'étais pas d'accord. Mais donc, non.
intégrer des souvenirs traumatiques, ce ne signifie pas la mort de l'alter. Et donc, en continuant sur les différents haltères, est-ce qu'il arrive que pendant les soins, il puisse y avoir l'apparition de plusieurs haltères? Est-ce que c'est un mauvais signe? Comment est-ce qu'on prend en compte? Ah non, c'est pas un mauvais signe. Alors oui, ça arrive. En consultation, on a régulièrement, pour le coup, des switches. On a, au moment de l'intégration traumatique, des parties qui arrivent. Au contraire, mon but et le but de la thérapie est de favoriser un dialogue, de favoriser une coprésence, de favoriser la compréhension et que chaque partie arrive à comprendre les besoins, les fonctions des uns et des autres. Donc c'est pas du tout un marqueur de gravité. Plus j'ai conscience de cela, plus c'est important. Par contre, il est évident, et c'était la précaution dont je parlais tout à l'heure, qui n'est pas des moindres, c'est que il faut obtenir l'accord de l'ensemble des parties pour aller travailler sur les traumas. Il faut travailler la relation de confiance et de sécurité avec cela. Sinon, le travail thérapeutique que l'on va faire risque, pour le coup, de ne pas être assez efficace s'il se retrouve effectivement avec d'autres parties dans l'opposition. Mais clairement, c'est comme avec tout patient. La personne qui guérit, c'est la personne qui est acteur et actrice de ses soins. Et donc, c'est effectivement remettre le patient au cœur de cela, l'aider à prendre conscience de l'ensemble de ses parties pour travailler de manière commune. C'est un peu plus challenging, mais c'est totalement possible. Donc j'imagine que là-dedans, la psychoéducation a aussi beaucoup d'intérêt. On a une question qui demande si vous pourriez repréciser l'accompagnement en termes de psychoéducation recommandé. Alors, c'est vraiment, effectivement, comprendre avant tout la dissociation. C'est quoi être dissocié? C'est quoi les différentes dimensions dans la dissociation? La dépersonnalisation, la déréalisation, l'absorption dans l'imaginaire, la scission du soi, les différents types d'amnésie. Donc, on revient aux bases de la dissociation. On revient aux bases des réactions péritraumatiques. Pourquoi se figer? Pourquoi, à certains moments, se battre? Pourquoi fuir? C'est des réactions comportementales logiques et évidentes. Pourquoi une partie qui est dans l'hypersexualité, on peut aussi le comprendre. Il y a plein de manières de le comprendre, dans une recherche de reprise de contrôle par rapport à des conditions qu'on ne mérite que ça ou que sais-je. Et donc, on va aller éclairer les patients sur leur fonctionnement. Pourquoi une partie qui hurle et qui se bat et qui coupe toutes les relations avant même qu'elles aient commencé, pourquoi elle fait ça? Et on va donner en fait du sens, on va réexpliquer que tout ça a été un mécanisme de survie extraordinaire, que finalement c'est des patients, et moi je le crois vraiment, c'est des patients qui ont des ressources extraordinaires et qui, à un moment, en souffrent et les subissent. Et tout l'intérêt du thérapeute, nous on est là que pour poser la main et aider le patient à avancer, c'est de faire en sorte que ces ressources, elles soient vraiment utiles et stratégiques et plus vécues et sources de souffrance. On sait aussi qu'il y a parfois beaucoup de représentations autour du TDI, voire même des différences qui pour certains ne sont pas assez claires entre le TDI et la schizophrénie. Quelles sont peut-être les notions Totalement. C'est effectivement ce que je pouvais dire. Alors, on a effectivement un sentiment. Est-ce qu'il y a des voix dans les deux? Oui. Mais on va retrouver des petites différences, même s'il y a vraiment des boulevards pour faire de la recherche autour de ça, parce que dans les deux cas, les voix sont plutôt vécues comme internes, même dans la schizophrénie. On va retrouver beaucoup plus de voix d'enfants dans le TDI. On va retrouver beaucoup plus de voix qui commentent sans forcément être négatives. Un des facteurs importants, c'est que dans un cas, on va retrouver des interprétations délirantes que l'on ne retrouve pas dans le TDI. C'est un marqueur comme ça important et qui paraît simple. Parfois, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Dans le TDI, on a très souvent un sentiment de manque si ces voix disparaissent, ce qui est pas toujours la même chose en schizophrénie. Donc, on a des petits marqueurs comme ça pour faire la différence. Mais est-ce que, et c'est ce que je répondais tout à l'heure à Guillaume Veva, est-ce que
des patients qui ont reçu ce diagnostic avaient en fait certains patients avaient au fait un diagnostic de TDI. Oui, je le pense aussi. Mais vraiment, s'il faut retenir un des marqueurs principaux, c'est que dans un cas, il y a une interprétation délirante qui peut être, et parfois le sentiment de choses qui viennent de l'extérieur, et dans l'autre cas, non. Mais le sentiment de voix, le sentiment d'hallucination somesthésique, le sentiment d'être influencé ou d'être parfois en mode automatique, c'est pas un critère suffisant pour distinguer les deux. Et donc, en termes d'approche, est-ce que vous explorez les approches orientées somatiques dans l'accompagnement de ces patients afin d'accompagner la recalibration du système nerveux autonome? C'est impressionnant. C'est pas moi. Mais la question est particulièrement pertinente. On l'a vu, il y a évidemment physiologiquement des parties qui vont être liées à un système plutôt parasympathique, un système sympathique. Toute la théorie aussi du tonus vagal autour de ça est importante. Donc je pense qu'il y a à la fois toute cette question d'apaisement émotionnel et de travail autour de ça, avec des parties très chaudes et des parties très froides de manière simplifiée, pour lequel on a tout un abord. Et puis, et comme c'est fait, et moi aussi je travaille avec des psychomotriciennes dans mon centre, l'abord corporel est indispensable. C'est très bien développé là dans le centre d'Arnaud Leroy sur l'île avec ses psychomotes, et c'est indispensable. Ces sensations, moi j'ai beaucoup de patients, des sensations d'étouffement, des sensations dans ces zones, on va les pouvoir exposer et réintégrer à ce corps. C'est absolument indispensable. On a aussi des grandes sensations de vide parfois corporel sur certaines parties, et en tout cas évidemment que le travail corporel est indispensable. Dans les thérapies SMART aussi, on est sur ces voies-là, et on ne peut pas travailler le trauma sans travailler le corps. Bon, faut savoir que la présentation suscite vraiment beaucoup de questions. À un moment, on va devoir aussi stopper. Malheureusement, toutes les personnes qui auront posé une question sur le chat ne pourront pas forcément avoir de réponse, quoi qu'on pourra peut-être vous les transmettre si jamais. Peut-être une dernière question sur est-ce que la thérapie de la reconsolidation mnésique sous bêta-bloquant peut fonctionner? Alors, la thérapie de reconsolidation d'Alain Brunet est une thérapie tout à fait intéressante dans le champ du trouble de stress post-traumatique, bon, avec des résultats un peu divergents selon les études. En tout cas, le principe d'exposition et finalement avec cette plasticité mnésique favorisée par le propanolol peut avoir son intérêt. Elle fait pas partie actuellement des recommandations internationales de premier grade autour de cela. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un principe qui est toujours important d'aller se réexposer, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, aux événements traumatiques. Et peut-être que, et ça c'est mes équipes que je salue, la Maison de la Résilience et d'Actency. Moi je suis plutôt, très rapidement, très vite dans l'exposition et la stabilisation, c'est compliqué. Mais il faut quand même bien garder en tête que dans le cas du TDI, il faut cet accord des parties, et que très souvent, vraiment la psychoéducation est extrêmement utile, et que on arrive déjà à améliorer plein de choses autour de ça, et que je trouve que c'est des patients qui peuvent encore parfois répondre mieux et plus vite, parce qu'ils ont en capacité de réaménager des choses de manière très importante. Et en tout cas, l'exposition reste importante de manière un tout petit peu différente, je pense, encore par rapport à un TSPT complexe sans scission du soi. Je tente une dernière petite question avant de laisser le professeur Veva conclure. Pensez-vous qu'une imagerie cérébrale aurait une pertinence pour la prise en charge? Pour la prise en charge, non. Pas à ma connaissance. L'imagerie cérébrale, par contre, nous a permis, et les études, et en particulier de l'équipe de Renders, mais pas seulement,
a permis de sortir ce trouble de ces suspicions de non-réalité biologique, de simulation, etc. Donc, je remercie l'imagerie cérébrale pour tout cela. Quand on voit aussi ces études qui permettent de prouver la coexistence de différents états émotionnels dans le même cerveau, etc., elles nous éclairent dans la pratique et c'est extrêmement utile. Comme à chaque fois, l'imagerie fonctionnelle n'est pas à l'heure actuelle un marqueur diagnostique, même si il y a cette étude, comme je le disais, de biomarqueurs qui pourraient, à partir d'imagerie fonctionnelle, poser un diagnostic de TDI. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Alors moi, je crois beaucoup à la clinique objective et je pense qu'il faut qu'on affine notre connaissance des troubles dissociatifs avec l'observation verbale, vidéo, physiologique, pour qu'on affine un peu l'objectivation de notre clinique pour ces troubles dissociatifs, avec tous les challenges qu'il y a derrière à ce niveau-là. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Je laisse le professeur Veva conclure cette session de webinaire. Bien, merci beaucoup Coraline, j'ai adoré ce moment, tant sur le fond bien évidemment, que la forme, l'engagement que tu mets. On sent la jeune professeure qui est encore affûtée. Bon, j'ai beaucoup aimé la façon dont tu vas chercher le public autour de la déconstruction des mythes. Ah oui, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. J'y mets de la conviction. Oui, parce que quand même tu pars d'un constat où ça n'existe pas, en nous amenant, en disant bon, allez, maintenant vous allez m'écouter parce que ça existe. Et ça existe et il y en a partout. Voilà. Et puis bon, c'est que voilà, cette déconstruction des mythes, on aime bien en prévention du suicide. Tu sais que c'est une autre casquette. Totalement. Et c'est vraiment quelque chose que je trouve tout à fait intéressant. Bon, je vais pas limiter ton intervention à cette déconstruction des mythes, parce que derrière... Mais déjà, rien que ça, j'aurais l'impression d'avoir réussi quelque chose, si c'était le cas. Donc, voilà, les éléments cliniques, bon, tu les as bien, isolés, reconstruits, et même dans la réponse aux questions, tu as repris tout un tas d'éléments autrement, ce qui d'ailleurs nous permet d'assimiler beaucoup mieux. J'ai bien aimé ce moment assez ouvert, éthiopathogénique, où tu reprends avec beaucoup de prudence les modèles qu'on peut emprunter. C'est important en psychiatrie de rester un critique sur les différents modèles qui éclairent. Avec un petit implicite où tu nous invites quand même à emprunter à plusieurs modèles, même si tu nous dis quand même qu'il y en a un que tu brûles de compléter avec une phase quaternaire. D'ailleurs, on a noté que Monsieur Van der Hart n'avait qu'à bien se tenir. Bon, sur la prise en charge, bon, moi, j'aime beaucoup. Tu sais que j'aime bien très pragmatique. Mes cold cases. Là, on en a parlé aujourd'hui. Voilà, beaucoup de respect pour l'énergie et les ressources qu'ont ces patients en question. Il y a au moins ce point commun. Donc, mille merci, Coralie. Merci pour l'invitation. Donc la conclusion pour moi, c'est aussi le devoir de mettre en perspective le webinaire d'aujourd'hui. Le prochain webinaire aura lieu à peu près au mois de mai et parlera des proches aidants. Alors, bon, avec voilà, il y a des chantiers au CN2R, une partie du groupe pédagogique qui se propose éventuellement de créer des outils de psychoéducation, pourquoi pas très innovants, originaux, pourquoi pas un serious game qui serait spécifiquement destiné aux proches aidants dans le trauma. Donc vraiment cohérent avec ton livre, enfin avec le livre que vous avez coécrit. Clairement. Et puis, à côté des webinaires, le CN2R propose aussi tous les 2 ans, enfin, à peu près tous les 2 ans, des journées scientifiques ou des colloques scientifiques. Le prochain aura lieu 19 et 20 mars 2026. Vous voyez, on prend de l'élan. Et tournera autour de cette question qui nous est en ce moment très, très chère et très féconde au CN2R, l'importance, la définition, l'importance et le rôle du soutien social dans ces questions psychotraumatiques et dans la façon de les traiter. Et je peux que te rejoindre, où je pense qu'une des choses les plus importantes, le soutien social est probablement le facteur préventif le plus important au développement des troubles post-traumatiques. Et à l'inverse, la défaillance du soutien social est aussi très clairement le facteur le plus péjoratif dans ces trajectoires. Donc s'y intéresser est plus qu'indispensable. Oui, ravi. Donc ce colloque aura lieu à Paris, au sein de la FIAP, la rue Cabanis, en face de l'hôpital Sainte-Anne, la limite entre le 14e et le 13e arrondissement.
Voilà, donc dans les ressources qui vont bientôt être mises à disposition dans notre actualité, un dossier scientifique sur les liens entre troubles du spectre autistique et psychotrauma. Donc tu nous as fait quelques clins d'œil. Voilà, qu'est-ce que j'oublie? Ah oui, alors, je suis pas l'homme de la situation. Non, c'est Thierry. Mais voilà, je vous enjoins de nous suivre sur les réseaux sociaux. Moi qui ne suis pas du tout là-dedans, mais enfin bon, je connais les noms. Twitter, LinkedIn, Insta. Twitter. Il connaît les noms à peu près. YouTube. C'est X. Voilà. Qu'est-ce qui est marqué là? Oui, écoute, voilà. Voilà. Donc, mille merci encore. Merci d'avoir accepté et de nous avoir donné la chance. Tu fais maintenant partie de la bibliothèque du CN2S. Quel honneur. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous tous qui nous écoutez en distanciel. Tu as battu le record d'audience des webinaires. Bravo, Coralie. Merci et très bonne soirée à tous. Au revoir.